De la fidélité, merci également de la confiance, merci à vous tous qui êtes très nombreux un peu partout dans le monde. Merci à nos auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa à 96.8 MHz. C'est un nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce mercredi 4 septembre 2019 va recevoir 3 invités sur ce plateau. Mais je rappelle très rapidement le numéro pour tous ceux qui nous suivent pour nous faire parvenir vos questions et également de préoccupations au cours de cette émission. C'est les 089 61 52 634. 089 61 52 634. Envoyez-nous 2 messages, des questions s'il le faut et Doudou Montiri va s'en charger pour nous le faire parvenir au cours de cette émission. Et 3 invités, je disais, mais déjà sur ce plateau, vous savez qu'aujourd'hui il a plu. Après la pluie, c'est le beau temps, la première pluie depuis qu'on attendait depuis le mois de la mi-août. Mais déjà on l'a eu, un peu de retard pour certains invités. Mais sur ce plateau, nous avons déjà Mike Mukeba qui est là. Merci d'être venu. Bonjour Mike. Bonjour. Grand merci d'être venu. Je crois que Joachim Diana également aide de la partie, il vient d'arriver, il fait son entrée sur ce plateau de Kiosque, également Fidel Mousangou qui va également nous rejoindre très bientôt pour qu'avec eux nous puissions analyser les actualités, surtout le point d'actualité de ce mercredi ici à Kinshasa, paru notamment le journal paru à Kinshasa. Nous parlerons principalement de 3 points majeurs pour cette émission. Le menu justement constituera la publication, soit la présentation du programme du gouvernement Sylvain Selonga hier à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le Premier ministre qui a décliné le programme de son gouvernement qui s'articule sur 15 piliers majeurs. On va analyser les différents piliers, en tout cas les majeurs également sur les aspects liés à l'amélioration des conditions de vie de la population et également sur d'autres aspects que nous allons en tout cas aborder. Et pourquoi pas également le deuxième point que nous allons aborder, ce sera ces violences meurtrières et surtout ces actes xénophobes de Sud-Africains contre certains ressortissants d'Afrique. Nous avons parlé également du Nigeria, on parle de l'Angola et aussi la RDC qui est concernée. Il y a au moins 2 compatriotes congolais qui sont décédés selon d'autres informations que nous avons reçues. On va en parler dans cette émission. Et 3e point, cette nouvelle lettre de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République, qui est adressé, qui met à point à travers le travail de l'inspecteur général des finances, qui devrait aussi mener des enquêtes au niveau de certaines entreprises de la place sur recommandation ou soit sur une lettre de la FEC. Finalement, Kamerhe écrit à l'IGF de ne pas mener cette enquête qui se trouve être, selon ces termes, irrégulière. On va en parler cette émission. Les titres de journaux. Congo Nouveau, programme du gouvernement. Sylvestre Ilunga dévoile ses 15 axes prioritaires. Réhabilité sur le fond du FPI qui délivre Mokengeli à Fachi et lui promet d'autres livraisons. Forum des As qui titre Ilunkamba hier à l'Assemblée nationale des écoles et l'amélioration des salaires des enseignants. Et puis bagarre entre militants hier au Palais du Peuple, notamment l'UDPS et le PPRD. Ouvrant hier les travaux de validation du plan national du numérique Horizon 2023. Fachi annonce l'identification biométrique des Congolais d'ici 2020. Violence xénophobe en Afrique du Sud. Qu'est fait la SADC? Où est l'Union africaine? S'interroge notre confrère Forum des As. Et pour terminer, la prospérité. Un programme, 15 piliers, RDC, Sylvestre Ilunga, on appelle à la mobilisation générale. Et puis le plan national de numérisation du numérique Horizon 2025. Félix Tshisekedi annonce la création d'un fichier national d'identification numérique d'ici 2020. Voilà, ce sont là les titres de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Joachim Diana, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Exactement, merci également. On va parler de programme gouvernement, mais on va commencer par le tout premier sujet, ces violences xénophobes en Afrique du Sud. En tout cas, beaucoup de compatriotes, dont nos compatriotes de RDC, certes, ils sont concernés. On en parle d'un étudiant et puis un autre qu'on a également identifié qui serait mort des suites de ses blessures après ces violences xénophobes en Afrique du Sud. Mais c'est quand même particulier, hein, ça revient chaque fois, chaque année, mais ça commence à prendre des allures inquiétantes.
Le Nigeria, on a suivi, qui donne 48 heures aux Sud-Africains de quitter le pays. Ils se sont pris d'ailleurs à d'autres intérêts sud-africains en Nigeria. L'Angola a même expulsé, semble-t-il, l'ambassadeur sud-africain à Luanda. Ça, c'est quand même important de relever. Oui, moi je pense que, comme on dit, trop c'est trop. Il faudrait que la SADC, c'est le moment ou jamais qu'elle prenne le devant. Mais on constate que toutes les fois qu'il y a ce genre de violence, en dépit du discours sur l'intégration, sur la libre circulation et dernièrement sur le libre commerce, et ainsi de suite, tout cela reste des slogans. Alors qu'ailleurs, lorsqu'on parle de l'intégration, c'est effectif. Vous allez en Europe, bien que la France, par exemple, l'Allemagne, ça y fait la guerre auparavant, mais maintenant sont devenus le fameux couple européen qui ils s'entendent maintenant autour de nouveaux objectifs. Il faut que les pays, les nôtres, notamment ceux qui ont des victimes, puisse réagir. J'ai suivi la Zambie annule le match amical qui devrait avoir lieu avec l'Afrique du Sud et beaucoup de pays réagissent. Nous attendons que notre pays réagisse aussi. Et nous demandons aux Sud-Africains, nous leur faisons savoir qu'ils étaient dans une situation terrible de la ségrégation raciale et toute l'Afrique mobilisée contre vents et marées se battu pour qu'ils aient l'indépendance. Et en tête, c'était Mobutu, hein, il faut quand même tout à fait, tout à fait. Les négociations secrètes. C'est pourquoi vous allez dans des pays comme le Botswana, vous trouverez l'une des meilleures avenues, c'est rue de Mobutu. Bon, alors, maintenant, il faut que les pays, que les Sud-Africains sachent que ce qu'ils connaissent comme problème de l'économie, ce n'est pas le problème des étrangers. Bien au contraire, les étrangers apportent du leur. Vous savez que quand l'Afrique du Sud accède à, bon, je veux dire, à l'indépendance, ils ont très peu de cadres, parce que la plupart n'étudiaient pas. Et ils avaient besoin énormément de cadres formés et ils sont allés, en un moment même, on leur accordait, vous allez, on cherche à ce que vous puissiez épouser une Sud-Africaine, que vous puissiez vous intégrer. Mais maintenant que le problème économique s'aggrave, l'étranger devient le bouc émissaire et ça devient un discours pour le parti comme l'ANC, qui avait promis monts et merveilles aux Sud-Africains, mais qui s'est accommodé une politique qui ne devrait normalement pas marcher, aujourd'hui, ne sait pas par quel bout prendre cette question, parce qu'il dit, s'il ose défendre les étrangers, il va perdre les élections. On va dire qu'il est pour la misère des Sud-Africains, mais malheureusement, on constate qu'il y a quand même Julius Malema, qui devrait normalement activer, est en train de défendre les étrangers avec un discours condamnant. On a suivi le président hier, il dit c'est inacceptable. Il ne suffit pas de dire c'est inacceptable, il faut poser des actions. Il faut poser des actions qui empêchent. Je m'attendais à ce qu'il y ait des Congolais parce qu'il y a maintenant une très grande communauté congolaise. Mais on a suivi le ministre sortant de Congolais étrangers qui niait qu'il n'y avait aucun Congolais qui était victime. Mais finalement, ça aussi c'est important de relever. Hein. Mais on a vu ces scènes de violence, d'extrême violence qu'on n'a jamais vues. Moi, c'était des images horribles qu'on ne pouvait pas attendre, que les gens qu'on brûlait vifs, les gens qu'on caillassait comme ça. Oui, on a vu Ramaphosa qui dit qu'on a les violences xénophobes de ses compatriotes, mais c'est quand même extrêmement grave ces faits-là. Oui, Michel, permets-moi... Surtout pour le part de RDC principalement. Permets-moi de commencer par une digression en rapport avec la sanction qui a été infligée au football club Renaissance. On va en parler. On va en parler, ok. Je vais souhaiter commencer par là. Tant mieux, comment on va en parler. Il ne suffit pas que Ramaphosa dise que c'est inacceptable. Puisque c'est répétitif, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement sud-africain a prises pour anticiper sur ces violences-là? Nous les déplorons aujourd'hui, dans 6 mois, dans une année, ces violences vont se reproduire. C'est cela tout le problème. Et que ça vient de la part d'un pays qui est le moteur, notamment dans notre région, quand on doit considérer que l'autre moteur
c'est le Nigeria, c'est quand même regrettable, et que nous nous battons pour l'intégration au jour d'aujourd'hui, que la libre circulation des personnes et des biens s'installent dans cette région, notamment dans la partie SADC, et qu'il y ait telle xénophobie en Afrique du Sud, c'est regrettable. Là, par exemple, des scènes ont été filmées et des images montrées. Y aura-t-il des sanctions? Est-ce que Ramaphosa est prêt à aller jusqu'à établir de responsabilité et à sanctionner? C'est cela tout le problème. Il y a comme une sorte de laxisme de la part du gouvernement sud-africain qui se contente le moment venu des discours pour condamner. Mais il faut prendre la question à bras-le-corps, y trouver une solution, être en mesure de protéger les étrangers, d'être en mesure d'intervenir en cas de dérive. Et le plus souvent, ces discours viennent 48 heures, bien plus tard, alors que les étrangers sont pris pour cible depuis plusieurs heures et que leur vie est mise sérieusement en danger. Il y a un problème sérieux de responsabilité de l'Afrique du Sud. Et moi, je crois que la SADC doit interpeller Ramaphosa et que Ramaphosa s'engage avec des mesures claires et pratique à prendre à l'interne au niveau de l'Afrique du Sud. Mais en termes aussi de réaction, en termes de réciprocité, hein, on a vu le Nigeria à travers d'autres jeunesses qui donnent 48 heures aux ressortissants sud-africains de quitter leur pays. Ils se sont pris d'ailleurs à d'autres intérêts sud-africains en Nigeria. L'Angola l'a fait. Mais pour le cas des Harris, par exemple, est-ce que faut-il aussi, comme on l'a... Bon, c'est une option, une option. Ne jetons pas de l'huile sur le feu. La situation est déjà très tendue. Nos compatriotes sont encore là-bas, autant que les ressortissants des autres pays. Et réagir de cette façon-là ne permet pas d'aller vers l'apaisement. Ce qu'ils l'ont fait, j'ai dit ils l'ont fait, peut-être sous le coup de la colère, de l'émotion, c'est normal, mais il est grand temps au jour d'aujourd'hui d'appeler à l'apaisement et de régler ces problèmes au niveau du gouvernement sud-africain. À un moment donné, ça devient de l'ingratitude de la part de la Sud-Africain pour ceux qui l'ont aidé comme... Je ne suis pas totalement d'accord. On ne va pas comme ça à mettre sous le banc d'accusé tout un peuple à cause des dérives de quelques milliers d'individus. Ce n'est pas les Sud-Africains dans l'ensemble qui ont perpétré cette violence-là. C'est 1000, 2000, 10 000 individus quelque part. Faisons la part des choses. Condamnons ceux qui ont été auteurs de ces actes, mais ne parlons pas du peuple sud-africain. Je crois que si on doit organiser un référendum là-dessus, c'est pas évident que la voix de ceux qui sont dans la violence l'emporterait. Bien des Sud-Africains condamnent ces actes, dont ne parlons pas du peuple sud-africain dans son ensemble. Si on parle de violence là-bas, xénophobe, on va voir peut-être comment les Ramaphosa veulent prendre des mesures adéquates pour finalement qu'on puisse limiter ces violences xénophobes qui donnent une très mauvaise image de l'Afrique sur le plan international. Également, c'est important de pouvoir arriver à cela. On parle de violence xénophobe, violence aussi dans le stade de Kinshasa. Le dernier match entre Sangabalende et Renaissance s'est soldé avec une victime, en tout cas une personne qui est morte. La décision du NAFOOT est tombée avec la suspension pour 2 ans de Renaissance. Je crois que c'est une décision qui tombe à point nommé et salutaire. Bon, d'abord, c'est une suspension de plus. Là, je me demande, la LINAFOOT, c'est une chien-lieu. Parce que, normalement, si la LINAFOOT appliquait ces règlements, la Renaissance ne serait pas maintenue en 2e division. C'est un pays qui serait plutôt un club qui serait relégué pour avoir connu 2 forfaits ou 3. Là, comme ça. C'est dit dans le règlement. Alors, maintenant, j'ai suivi les matchs, pas à la télé, pas au stade, mais à la radio. J'étais d'abord surpris par les violences. Dès le moment où l'équipe de Sangabalende a égalisé, les projectiles, on a commencé à jeter des projectiles. Pourquoi? Il y avait d'abord coup franc. On n'a pas protesté contre ce coup franc. On tire le coup franc, mauvaise sortie du gardien, et il y a reprise d'un avant-centre Sangabalende qui marque le but. Quelle est la raison pour laquelle on devrait jeter des projectiles et produire ce qu'on a connu? Je l'ai dit plus d'une fois.
Et la fois passée, c'était un peu comme prophète. J'ai dit, un jour ou l'autre, le président de Renaissance, qui est l'évêque Mukuna, finira par avoir des problèmes à cause de ses supporters. Et il s'est engagé dans le foot, il devrait prêcher ses ouailles pour qu'il le soit, que ce soit pas de supporters d'un club, et pas des fanatiques, pas des hooligans à la manière que nous condamnons. Écoutez, la fois passée, plusieurs suspensions. Et aujourd'hui, au début même du championnat, on est à peine à la 3e journée. Les sanctions commencent à tomber. Et quand le championnat qui est long jusqu'au retour va se poursuivre, qu'est-ce qu'il y aura au club Renaissance? Donc je pense que c'est le moment pour les dirigeants de Renaissance de sensibiliser les supporters. Nous connaissons des supporters qui étaient comme ça, mais il y a eu des comités de supporters, il y a eu des sensibilisations. Le football, c'est un jeu. Les gens vont pour se divertir. Vous pouvez gagner ou ne pas gagner, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le bras qu'on vous coupe, ce n'est pas la tête qu'on vous coupe. Les gens doivent se mettre cela en tête. Mais lorsque vous venez avec l'ambition d'être le plus grand club du monde, vous mettez d'autres préoccupations sur le football, alors à ce moment-là, nous vivons ce que nous vivons et ce n'est pas bon pour le club Renaissance. Est-ce que le problème de Renaissance, parce qu'on parle toujours de Renaissance, en tout cas, ça vient les violences. C'est vrai qu'il y a aussi Vita Club, il y a aussi des SMP, mais la plupart des cas, on a déploré. On a relégué d'ailleurs Renaissance à la 2e division. On le reprend encore pour la 1re division. Mais là, est-ce que le problème, c'est le problème des dirigeants de Renaissance ou le problème de supporters de Renaissance qui ne sont pas encadrés? Je voudrais d'abord saluer le retour sur le marché du tabloïd, le journal des Postes, que j'ai sous la main ici de Kileba Pokamens, et rappeler que j'en fus le premier directeur des publications à sa création. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est la question Renaissance. Je crois que c'est une question très sensible, hein. Elle touche aux émotions des dizaines de milliers de personnes. Il faut la gérer avec beaucoup de circonspection. Je partage d'abord la douleur des fans de Renaissance. Je trouve la décision excessive. Elle est excessive, ça c'est une volonté claire de tuer un club. 2 années de suspension, vous pouvez imaginer que cette équipe va perdre ses talents, des moyens pour pouvoir rebondir après 2 ans. C'est excessif. Il y a un débat dans le football au jour d'aujourd'hui. Je crois que j'ai l'impression que nos dirigeants ne suivent pas ces débats. Sur la teneur des sanctions contre les équipes, il y a des actes d'homophobie dans les stades européens au jour d'aujourd'hui. Il y a tout un débat. De racisme, là. Oui, tout un débat autour. Vous sanctionnez un club 2 ans. Mais en fait, en réalité, ceux qui ont été à la base de ces troubles, c'est une poignée d'individus. C'est 200, 300, 500 supporters. Faut-il faire porter la responsabilité lourde à tout un club qui compte des milliers, des dizaines de milliers de fanatiques? Faut-il faire porter à ces clubs-là les dérives de quelques-uns? Je crois que c'est exagéré. J'ai l'impression qu'il y a quelque part, et ce n'est pas la première fois, des gens qui se disent si nous pouvons mettre ces clubs-là à l'écart, tant mieux, puisqu'il vient déranger en fait des cercles très fermés de grands. Je ne suis pas pro Renaissance, je ne suis pas très foot, mais je trouve que c'est une décision excessive et j'appelle les dirigeants de la Ligue Foot à la reconsidérer. Je crois que nous avons intérêt à promouvoir notre foot à travers de grands clubs pour qu'il y ait une véritable compétition et que nous puissions nous mettre à niveau pour les compétitions, si je peux me répéter, africaines. Et quand vous mettez un club comme ça, de ces niveaux-là de côté, nous perdons au niveau de notre foot. La décision est excessive et je crois que... Il semble même aussi, le foot va perdre aussi de l'argent parce que c'est le seul club ou le seul match, si Renaissance joue, c'est... Bon, ça je ne sais pas l'évaluer, oui. Ça je ne sais pas l'évaluer, je n'ai pas de chiffres, mais moi je parle du foot en tant que tel. Vous ne pouvez... J'ai jamais vu ça dans les annales du foot ailleurs, qu'un club soit ça. Il y a eu des incidents beaucoup plus graves, et je n'encourage pas, mais ce ne sont que des exemples. Il y a aussi une forte politisation aussi du sport à ces niveaux. Il y a des gens qui se tirent aussi dedans. C'est dommage. Parce qu'on n'aime pas Mukuna, parce qu'on n'aime pas ces... C'est vraiment dommage et regrettable. Je reviens sur cette question-là. La teneur de la sanction. Comment, qui sanctionner? C'est un gros débat. Il y a eu tout un reportage.
J'ai vu un de grands reporters de Canal+ faire plusieurs pays et aller jusqu'au siège de la FIFA pour interroger Infantino sur les sanctions à prendre contre des supporters des clubs, là où il y a des actes de racisme, des actes d'homophobie. Ben, en tout cas, lui-même était très embarrassé puisqu'il est difficile d'établir des responsabilités. Donc, au fait, au jour d'aujourd'hui, le comportement de quelques 200, 300 supporters de naissance fait porter la lourde responsabilité à 100 000, 50 000 supporters. Et mais pour vous, c'est quoi? Il faut encadrer les supporters. Qui doit être responsable à ces débats? Les responsabilités sont partagées. Le club, d'abord. On parle de comité d'encadrement des supporters. Les clubs. Je crois qu'il nous faut quand même au jour d'aujourd'hui prendre ces problèmes à bras le corps et non pas attendre pour frapper. Les clubs ont une énorme responsabilité en termes d'encadrement moral, tout autant que la fédération au niveau des sanctions, mais aussi nous devons évoluer, et ça a été promis et ça n'a jamais été fait pour la prison centrale de Makala. Pourquoi ne pas installer des caméras dans les stades? Comme ça, au moins, les supporters savent qu'ils sont surveillés et que leurs actes seront... Mais on a vu des vidéos où des supporters sont entrés dans les stades, ils ont même tabassé les arbitres, on a même les policiers, on a mais ces hommes n'ont jamais été inquiétés. C'est cela tout le problème. Alors, comme ces images existent, il fallait prendre des sanctions à titre individuel contre ces supporters. Et je crois qu'aujourd'hui dans nos stades, les meneurs sont connus. Au-delà peut-être des sanctions pénales, on peut prendre des sanctions d'ordre de les exclure sur les différents sites de football. Okay. Oui, je voulais dire ceci, que les dirigeants de l'INAFoot, ce sont des Quinois. Ils connaissent les équipes, connaissent l'adversité entre les équipes. C'est vrai que le règlement dit, lorsque le supporter, qu'il soit 2, 3 ou quoi, cause des dégâts, c'est l'équipe qui paye, toute l'équipe qui paye. Mais aussi, il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, une centaine de supporters d'une équipe très hostile à Renaissance, des centaines de ces supporters peuvent s'infiltrer dans le cas Renaissance et créer des troubles en vue d'avoir des sanctions contre Renaissance. C'est possible. Nous l'avons connu ici à Kinshasa. C'est pourquoi, généralement, la mesure, on le voit même en Europe, on a vu au Maghreb, comme ça. La première mesure, nous sommes au début de ça, aurait été peut-être de décider que le match de Renaissance se joue à huis clos. Sans supporter, on évite la violence justement. Mais pour le moment, c'est tout. On écarte le club de la compétition. Ça risque d'avoir. On craint qu'il y ait derrière d'autres enjeux. Vous vous souviendrez que la Renaissance, on l'a dit il y a un moment, il n'y avait plus de supporters dans le stade de Kinshasa. Il n'y en avait plus. Avec la scission du Dering, avec la création de Naissance, vous avez vu que l'adversité ayant repris, l'engouement dans le stade, les supporters de part ont redonné du coup au sport et les stades commençaient à se remplir encore. Je pense que c'est un aspect dont il fallait tenir compte dans la sanction. Et je pense que la sanction la plus indiquée en ce moment aurait été le huis clos. De huis clos. Bon, ça c'est votre proposition, on va voir. Mais ça c'est un problème structurel, c'est un défi aussi pour le ministère des Sports de voir quand les supporters qui jettent même des urines sur des gens, sur les arbitres. Mon frère et ami, le coach Ibengue s'en est plaint plus d'une fois. On a insulté même sa mère, qui ne connaît même pas, qui n'était pas là. Tout ça, c'est un problème d'éducation aussi, je crois, personnelle, de famille. Tout à fait. On fait payer même les voisins, ceux qui passent autour du stade après le match, les voitures sont caillassées. Tout le monde fouille parce que quand vous êtes là aux alentours du stade de Martyrs, en tout cas, on va vous dépouiller et ça, c'est pas intéressant. Programme du gouvernement, Sylvestre Ilunga a présenté hier 15 piliers majeurs selon ce programme de gouvernement. Très rapidement, vous avez suivi sur le débat à ce niveau-là, mais hier c'était un peu bouillonnant, d'abord bien avant la plénière qui commence, la bagarre entre l'UDPS et le PPRD, ça ne donne pas une bonne image finalement. Cette adversité, pourquoi ça doit continuer? C'est le problème de base. La base ne comprend pas que finalement il y a une coalition et qu'ils sont obligés d'être ensemble. Mais vous parlez de quelle base? Est-ce que cette base est politiquement formée? Quel est le parti politique dans notre pays qui forme sa base? Bon, je ne veux pas citer le rare cas pour ne pas faire de jaloux, mais
Donc, à l'exception de ces cas rares où la formation militante, où les réunions dans les cellules sont de rigueur, des partis qui peuvent se mobiliser sans même crier aux médias parce que l'information passe par les cellules et arrive à atteindre toutes les structures du parti, ces partis-là sont rares. Alors, hier, j'ai vécu cette situation-là. C'était impossible d'entrer à ce moment-là au Palais du Peuple. Il fallait fuir, sinon on vous caillasse, on casse tout le pare-brise de véhicules. Donc, jusque-là, je ne sais pas réellement pourquoi les gens se sont affrontés. Pourquoi les gens se sont affrontés et je pense que il faut suivre déjà au niveau des dirigeants. Quand, par exemple, le secrétaire permanent du PPRD, dans une réunion du PPRD, bien une activité partisane, bien sûr, et dans cette activité partisane, on dit Joseph Kabila, grand prêtre. Mais c'est tout à fait normal. C'est le grand prêtre, on est prêtre dans sa secte. Et à ce moment, il y a une secte politique, c'est-à-dire un regroupement politique que le PPRD, qui peut s'élargir au FCC, qui a comme grand prêtre Joseph Kabila. Le lendemain, il y a réplique de Kaboun qui dit non, dans ce pays le plus grand prêtre c'est Joseph, c'est Félix. Vous voyez déjà cette confusion là ne peut que se retransmettre chez les militants. C'est comme pour dire que aujourd'hui tout le monde devrait disparaître, qu'on arrivait au parti État où il y aurait le rôle dirigeant du parti, à tous les dirigeants ici. Ça serait vous, le grand prêtre, vous devriez être de l'UDPS, le grand prêtre là-bas à la régie devrait être le prêtre. Non, nous étions dans un cas particulier, partisan. Dans chaque parti politique, ils ont leur grand prêtre. C'est tout comme vous allez chez les catholiques, ils ont leur prêtre. Vous allez chez les protestants, ils ont leur prêtre. Vous allez Moukouna est prêtre, grand prêtre chez lui. C'est de suite. Quand cela est dit dans un cadre partisan, et qu'on l'amène au niveau national, on aurait accepté aussi que Kaboun dise que chez nous, le grand prêtre, c'est Antoine Félix Kilomba. Encore que Félix, en tant que président de la République, en fonction, il ne fallait pas le ramener comme grand prêtre sectaire d'un parti politique ou d'un regroupement politique. C'est une simple décence. D'accord. Une simple décence. Maki Moukebaï, on parlait de cette violence entre les militants, mais aussi entrer directement dans le vif du sujet au travers de ces programmes de gouvernement, 15 piliers, pacification de pays, promotion de la réconciliation, un peu, comme les gens ont dit, des intentions du Premier ministre à travers ce programme de gouvernement. Vous avez la parole. Oui, j'ai entendu Diana reprendre cette expression, grand prêtre. Il y a un problème d'ordre moral dans notre société. Que les dirigeants commencent à s'exprimer en argot dans des discours publics, c'est quand même très grave, ça. Et ça, c'est propre au PPRD. Ça a commencé avec Kimbuta, qui dit à Kabila, devant les Kinois, on dit « Kinois, Balobi, vous allez grand prêtre ». Ça signifie quoi, grand prêtre? C'est de l'argot. Est-ce que Diana peut s'adresser à ses enfants en ces termes-là, chez lui à la maison? Est-ce que Chadari peut s'adresser à ses propres enfants en ces termes et dire à ses enfants de l'appeler grand prêtre parce que c'est lui le chef de famille? Et ce que je regrette, c'est que Kaboun est plongé dans cette bouillabaisse. Plutôt que de relever le débat là-dessus et d'interpeller, comment on s'appelle, Chadari, non, lui, le lendemain ou 48 heures après, il dit le grand prêtre des grands prêtres, c'est Félix. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est comme... C'est comme de la musique. Hein. Vous voyez la rivalité au niveau de JB et de Ouera, vous nous l'amenez en politique, c'est trop bas ça. Hein? C'est comme ça les Congolais, Naza danger. C'est quoi signifie qu'être prêtre, sinon que tu es au service de ta population? C'est une lourde charge que d'être président de la République ou d'être à la place de Kabila à la tête d'une coalition. C'est des hommes modestes qui conduisent de telles responsabilités, pas des hommes qui sont vantés comme des grands prêtres. Le plus important, c'est le résultat à la clé, à la fin. Et le peuple t'appréciera. C'est vraiment regrettable de la part de nos gens. Bon,
Diana le défend très bien, il dit c'est dans un cercle privé. Comme c'est dans un cercle privé, il peut dire n'importe quoi. Il nous a déjà sorti des énormités ici pour nous dire, Louis Chadari, Tozana mon patas. Hein, c'est cela, ça, hein, comme ça en public. Et apparemment, Diana, ça ne les gêne pas. Tozana mon patas et ainsi de suite. C'est regrettable. Il y a vraiment cette question morale ici dans notre pays et nous devons en prendre compte. Plutôt que nous, élite, de tirer les Congolais vers le haut, nous nous plaisons à aller flatter les Congolais dans leur bas instinct. Donc nous descendons dans les caniveaux avec les Congolais, le langage de la rue. Et on te dit, les Kinois aiment ça. Qui a fait le sondage pour dire que les Kinois aiment ça? Si vous avez 300 Kinois devant vous, de jeunes, qui applaudissent c'est ça, alors vous généralisez, vous dites que les Kinois aiment ça. Tous ces responsables dans cette ville aiment ça et applaudissent. On est en train de dévoyer nos enfants devant nous, ça c'est très grave ça. Arrêtez ça, M. Chadari, arrêtez ça, M. Kaboun. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et Diana parle d'une question de formation. Ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'il y a eu une alliance, et cette alliance a été menée de manière cavalière, unilatérale, sans impliquer la base de l'UDPS. Partout ailleurs, quand il parle de formation, vous avez vu ici, il y a un gouvernement de coalition avec du Soupé Conté en Italie. Vous avez vu que le parti 5 étoiles a dû s'en remettre à ses militants pour leur soumettre la question du ralliement. Et ils ont voté. Ici, Félix s'est réveillé un matin sans demander l'avis de ses propres partisans. Et il a conclu avec Kabila. Et il semble que cette alliance n'est pas très acceptée. Et par moments, ces militants se disent, nous avons été floués. C'est ce qui amène à toutes ces violences-là. C'est regrettable. Ça a été fait sans eux. Et par moments, ils disent, mais nous ne comprenons rien, que nous ayons mené un combat pendant des décennies pour aujourd'hui nous asseoir à la même table que ceux-là que nous avons combattus. Au nom de quel principe, de quelle valeur? On a vu les effigies, les drapeaux du PPR déchirés, les effigies de Kabila. Oui, Kabila Forever, on a déchiré également. C'est à Félix lui-même, maintenant qu'il a accepté, et ce n'est pas une question de formation, qu'il a accepté de marcher main dans la main avec Kabila, c'est à lui de faire ce travail de moralisation, de sensibilisation de ses partisans, de leur faire comprendre que je suis avec lui. Mais vous verrez que lui-même a un double langage. Tantôt il se montre en parfaite harmonie avec Kabila. Tantôt, quand il est à l'étranger le plus souvent, c'est des discours un peu enflammés, genre je vais déboulonner, et quand il revient, rétropédalage, profil bas, c'est cela tout le problème. Qu'il s'assume, qu'il le dise clairement à ses militants. Mais j'ai l'impression qu'il aura de la peine à le faire parce que c'est tellement marqué chez ses militants face au PPRD qui n'arrivera jamais à le convaincre. Tu as parlé du programme du gouvernement. Très rapidement, l'entre dans ce gouvernement. J'attendais ces programmes du gouvernement, comme il est le premier de leur Félix, pour voir quelles sont les orientations de cette nouvelle administration. Mais quelle déception! Quelle déception! Un chapelet d'intention, il y a des chiffres nulle part. Il n'y a aucune programmation, aucun chronogramme. Je prends un exemple. Il parle par exemple de l'augmentation de la capacité d'accueil des écoles et des nouveaux équipements à installer dans les écoles. Il ne dit pas combien d'écoles il va construire ou combien il va en réhabiliter, ça lui demandera combien d'argent. Il en fait un pilier, il en a aligné 15 comme ça, à la queue leu. Il en dit, bon, augmentation, capacité d'accueil des écoles, je peux aussi le promettre, c'est tout. Mais tu nous dis combien d'écoles en une année. Je crois que c'est un programme pour une année en principe. Tu nous dis, en une année, tu vas créer combien d'écoles, tu vas en construire combien, tu vas en habiter combien. Ça te demandera combien d'argent, tu trouveras cet argent-là où? Il est dit nulle part. Et je vois quelque part, il parle des entreprises, du portefeuille. Ben, lui-même a été un grand acteur. La relance de la GKMI, de la MIBA, de la SNCC par exemple aussi. Il a été un grand acteur dans les secteurs du portefeuille. Il a piloté le copyright. Mais j'avais voulu qu'il soit précis sur cette question. Parce qu'il y a eu une réforme a été engagée. Si au jour d'aujourd'hui elle patauge, c'est du fait de la mauvaise gouvernance PPRD. Nous en sommes déjà à un stade assez avancé. Ce qui reste aujourd'hui, c'est qu'il faut élaborer la loi du patrimoine pour séparer les biens de l'État dans ces entreprises et les biens à ces entreprises-là, mais c'est bloqué. Ça n'évolue pas. Donc, il faut que la majorité concret. Oui, oui, c'est cela tout le problème. Quand vous parlez de la réforme de la MIBA, j'ai vu encore Félix aussi
à ce niveau, moi je pense qu'il a fait une erreur de verser dans le saupoudrage comme Kabila l'a fait par le passé, 5 ou 10 millions donnés de manière ponctuelle à la MIBA. Je crois que le problème de la MIBA est beaucoup plus concret. Les questions de MIBA et Gécamine, je crois que lui le sait, il vient d'une entreprise aussi en faillite qui s'appelle la SNCC. C'est une question liée à la récapitalisation de ces entreprises-là. La récapitalisation demande de créer certaines conditions. Conditions d'abord sur le plan de la sécurité au pays, conditions sur le plan juridique en ce qui concerne les garanties ici pour les investisseurs, conditions sur le plan judiciaire en ce qui concerne la pratique judiciaire au jour le jour. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous n'y arrivez pas. C'est parmi les piliers qu'il a déterminés. Hein. Diana, vous avez la parole. Je prends par exemple, ça c'est aussi important, le débat qu'on a toujours suivi lorsqu'il y a un programme de gouvernement qui est articulé par le Premier ministre. On n'a pas senti qu'on est sur des faits concrets. Nous sommes en train d'attendre, la population attend beaucoup de choses. Je prends par exemple un fait. Sur le pilier, par exemple, il parle de modernisation des infrastructures de base pour un développement inclusif. On est d'accord avec lui, il faut moderniser les infrastructures. Mais il ne dit pas clairement, par exemple, moi je n'ai pas suivi, hein, qu'aujourd'hui, combien nous avons un défi, vous savez que le réseau routier RDC est constitué à 153 000 km par exemple, mais qu'aujourd'hui, combien lui, il attend, par exemple, pour le route d'intérêt général, qui vous savez, au moins, nous sommes pratiquement à 3 000. Combien son gouvernement devra-t-il mettre en œuvre pour que finalement on arrive à 100 000 km par an pendant les 5 ans? Et ça, c'est clairement identifié. Oui, avant de dire ça, je voudrais dire une seconde pour dire ceci, que il est bien permis à un dirigeant d'un parti politique de dire à ses membres: nous avons de l'argent pour atteindre nos objectifs. Et brandir, ça s'est dit aux ans et brandir l'argent comme ça, oui, devant ces militants, c'est possible de le dire. Mais ce qui serait indécent d'un parti politique qui crie au monde entier qu'il a le peuple. Je pense qu'il est plus décent d'avoir de l'argent que d'avoir le peuple congolais. Vous savez ce que c'est? Et c'est le discours qu'on entend de l'autre côté. Moi, je pense, et les gens ne se scandalisent pas. Ils se scandalisent pour quelqu'un qui dit que nous avons notre argent. Mais l'argent, on peut l'avoir. C'est une acquisition. On se cotise, on fait quoi? Et on a l'argent. Mais le peuple, vous avez le peuple congolais. Et ça, c'est le discours qu'on dénonce. J'arrive maintenant en ce qui concerne le discours du président. Mais qu'on me dise, parce que nous ne descendons pas du ciel. Nous ne sommes pas des extraterrestres sur ce plateau. Même tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous avons 2006, premier gouvernement, qu'on me dise quel est le gouvernement qui est venu présenter les programmes d'action avec des chiffres, des actions chronométrées, mais on les ferait sur base de quoi? Parce qu'en fait, le Premier ministre doit être investi. S'il dit qu'il va construire 500 maisons qui lui coûteront tant, comment il va faire pour avoir cet argent-là, alors qu'il n'a même pas encore un budget? Tout ce que tous les premiers ministres, même ceux qu'on vante pour avoir réussi dans ce pays, personne n'a présenté ce qu'on confond, le plan d'action et le programme. Les programmes annoncent les axes, et il a été bien dit, il annonce 15 axes. Et il y aura, sur base du budget, de l'argent qu'on a, on va faire un programme d'action. C'est le programme d'action qui sera chronométré, chiffré, de telle date à telle date, de tel endroit, ainsi de suite, à Kabeya Kamwanga, où ça, on fera ceci, on fera cela. Mais aujourd'hui, aller le faire au Palais de la Nation lors d'un discours de présentation pour l'investiture, je pense que c'est là qui serait irréaliste, parce que ça serait un discours, un plan d'action fait sur base de rêves. Maintenant, les plans d'action, les programmes, ce n'est pas l'émanation de programmes de campagne de différents candidats dans FCKH. Non, parce que là, c'est donc prévu. Il fallait que ça avait prévu au moins, je crois, ça serait irréaliste. Par exemple. Ça serait irréaliste parce que quand on fait la campagne, c'est la campagne, vous le savez. Ça, c'est une méthode à la congolaise. Non, ce sont des choses qui doivent se faire comme ça. Partout. Même, je prends, les gens parlent par exemple du budget. Même lorsque le président de la République avait dit dans sa campagne qu'il va un budget de 95 millions
milliards de dollars. Mais vous auriez voulu que Ilunga le dise dans son programme d'action? Non. Peut-être tout ce qu'on demande, les chronogrammes, les actions concrètes, les chiffres, c'est lorsqu'il va revenir à l'Assemblée nationale pour présenter son budget. Il sera chiffré. Nous allons faire construire 30 maisons, voici l'argent, et l'argent viendra à 10. Supposons aujourd'hui qu'ils disent, nous allons aider la presse avec l'argent qui viendrait de partenaires extérieurs. Parce que c'est aussi, ça fait aussi partie des ressources. Mais il les a déjà. Il a déjà négocié. A-t-il eu le temps pour le négocier? Donc on va investir le gouvernement sur base d'intention. Non, pas d'intention, de vision. Sur base de vision, c'est-à-dire de attentes. Vous analysez la situation, nous avons tel problème, nous devons résoudre tel problème. Nous devons résoudre tel problème. Comment on va le résoudre? Il faut les moyens. Et pour chronométrer dans le temps, il faut avoir les moyens. Et les moyens, c'est dans le budget. Nous ne sommes pas loin du budget. C'est bientôt le 15 septembre. C'est à ce moment qu'on va avoir le Premier ministre chiffré. Parce que nous allons construire 30 écoles. Au face du budget, il s'est dit non, nous ne pouvons construire que 20 ou 15. Là, ça sera concret. Mais pour le moment, ça serait pour démagogique. Donc, on demanderait maintenant au Premier ministre d'être démagogique. Au Premier ministre de rêver, de croire à construire, alors qu'il est question d'actions concrètes. Et les actions concrètes, il faut qu'il soit en action, il faut qu'il ait le budget, qu'il ait l'assiette. Il a dit, j'ai autant, voici mes problèmes, et puis il le reçoit. Mais devant la représentation nationale, et ça aussi c'est important de le relever, hier on en a parlé ici, le débat qui s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale, il semble que même les députés ne comprennent pas leur rôle de représentant du peuple. On a vu par exemple un Rémi Massamba, par exemple, passer prendre la parole pour vanter la coalition. Est-ce que là-bas c'est pour vanter la coalition? Ouais, et ça aussi c'est important. Oui, maintenant là, les gens qui représentent le peuple doivent savoir qu'est-ce que vous allez faire pendant les 5 ans. Vous avez un gouvernement. Est-ce que vous allez construire des routes? Oui. Comment vous allez faire? Où est-ce que vous allez trouver l'argent? C'est les moments. C'est pas. Je crois que est-ce qu'on doit le faire après ou c'est le moment de le faire maintenant? Et malheureusement, les débats qui se déroulent là-bas, ceux qui prennent la parole, c'est pour vanter et non pour parler de programmes ou des intentions que le Premier ministre a dû. J'aimerais d'abord dire à Diana que la République, c'est qu'il y ait des valeurs qui nous mettent tous ensemble. C'est cela la République. Parce qu'au-delà de nos points de vue, de nos divergences, nous devons nous mettre d'accord autour de certaines valeurs, dire voilà des valeurs qui fondent la communauté congolaise. Notre société, partagée par tous, de gauche ou de droite, ainsi de suite. Qu'ils défendent les propos de Chadari Samaker. Ça a été dit dans un contexte particulier. Je ne saurais faire revenir ces contextes-là ici. J'étais là, je peux vous le rappeler, si vous ne le savez pas. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît, je crois que ça n'aurait pas été dit de cette façon. Et puis, il s'est même mis à distribuer de l'argent aux musiciens. Les images ont circulé ici, dans un concert. C'est vraiment regrettable. Nous devons nous mettre d'accord. Et c'est dit en plus en argot. J'ai dit, Tozana mon partage. Je ne sais pas si tu peux expliquer aux Congolais ce que signifie mon partage. Les Congolais le savent. Voilà, ok, voilà ce que vous encouragez. Voilà, c'est cela. Mais je crois que moi, j'aimerais bien assister chez toi, te voir parler à tes enfants. Si tu peux m'inviter 24 heures chez toi et utiliser ces propos-là, je serais fier de toi. C'est pas indécent. Oui. Non, je te demande une chose. Tu m'invites chez toi, je viens, je reste 1 heure, tu t'adresses en ces termes-là à ta femme et à tes enfants, j'applaudirai, je prends la vidéo, je vais montrer au Kino. Voilà ce que Diane a devant la télé, il les pratique lui-même chez lui. Non, nous sommes en train de dire chacun d'entre nous est sévère chez lui, il éduque ses enfants, il leur dit il ne faut pas parler l'argot, et il ne faut pas parler grand prêtre, mais nous sommes dans les espaces publics pour encourager les Congolais à parler argot. C'est cela. Très bien. Nous sommes très injustes. Voilà. Entrons dans le détail sur les questions que je pose sur non, je n'y comprends rien dans ce que Diane a dit. Programme, plan d'action, je ne sais pas les plans d'action signifient quoi. Partout au monde, on sait que quand vous y arrivez, vous élaborez un programme. D'ailleurs, ces programmes ici, ce n'était pas là le moment. Ces programmes auraient dû faire l'objet des discussions au départ. Quand il était question de créer la coalition. Est-ce que vous vous mettez d'accord sur ce qui va faire la coalition? Vous ne commencez pas par vous mettre en coalition, annoncer que c'est mon partenaire et ensuite vous allez à un programme commun. Ah non, ça aurait dû faire l'objet des discussions au départ, préalables. Mais quand vous arrivez aux affaires,
Mais il y a une chose peut-être que Diana ne comprend pas. On suppose que ceux qui arrivent aux affaires sont au fait des chiffres, sont au fait des données. De toutes les façons, il est là, pratiquement en attente d'être investi depuis plusieurs semaines. Il a eu accès aux chiffres. Les chiffres, en ce qui concerne les finances publiques, sont d'ordre public, les chiffres. Même moi, si je le demandais à la Banque centrale est censée me le mettre à ma disposition. Donc, là où il a dû accéder aux chiffres pour pouvoir élaborer un programme qui tienne compte des réalités. Mais sinon, ce programme-là aussi, tu nous dis que, bon, il faut le comprendre, il n'a pas eu encore accès aux chiffres. Ah, donc, en fait, ce programme-là a été élaboré sur base de quoi? En l'air? Ah non, il y a eu accès aux chiffres, il a dû demander aux instances compétentes qui ont mis à sa disposition des chiffres. Et nous supposons que sa propre expérience aussi l'y a aidé. Il connaît le Congo dans une certaine mesure. Donc il arrive avec des propositions concrètes. Par exemple, ici, quand il parle de la question de la corruption et combattre les crimes économiques, il nous faut des paramètres concrets. Vous savez, le Congo, à ce stade, il perd autant d'argent. Je suis en mesure, dans une année, de faire gagner au pays autant d'argent. Et par contre, ça je vais donner un exemple. Moi, je n'ai jamais eu à conduire les affaires publiques au plus haut niveau, mais un ancien premier ministre me l'a dit. Je pense que c'est supposé que Lunkamba laissait. Il m'a dit, à l'époque où il y avait une controverse sur ce que le pays perd en termes de coulage ici. Le cabinet Luzolo avait parlé de 15 milliards. Un ancien Premier ministre m'a expliqué, théorie économique à l'appui en tenant compte du PIB, que c'était impossible que ce soit 15 milliards de dollars. Mais je lui ai posé la question alors à lui. J'ai dit, bon alors, toi tu es un ancien Premier ministre, combien le pays perd? Il me dit entre 1 ou 2 milliards de dollars. C'est déjà ça, une information. Je crois que Lunkamba est supposé avoir eu accès à de telles informations. Et si vous avez de telles informations et que vous savez où ça se passe, ces coulages, vous pouvez dire qu'en une année, moi, je peux aider le pays à récupérer 500 millions de dollars. Si vous lui donnez l'excuse qu'il vient d'arriver, ça signifie que ces programmes n'avaient pas lieu d'être présentés parce qu'il a été élaboré en l'air. On est toujours dans les intentions. Et ce qui est curieux, hein, en fait, vous allez prendre la parole et puis on va prendre tout dernier en 10 secondes pour parler de la nouvelle lettre de Caméré. Curieusement, c'est Ilukamba seul qui prenait note. Tous les membres du gouvernement, personne n'écrivait. C'est comme si le gouvernement, le conseil, seul, alors que les députés défilaient pour donner des propositions, aucun ministre ou vice-ministre, même les vice-premiers ministres, écrivaient. Il n'y a que lui-même qui écrivait, le professeur. Je commencerai par là, que peut-être à part lui qui était devant, qui prenait note, il doit avoir 2 ou 3 secrétaires ailleurs dans la salle qui notaient. Parce que c'est lui qui répondra. Ce ne sont pas tous les ministres qui allont répondre. Ce ne sont pas déjà les programmes sectoriels de chaque ministre. Et puis, chaque ministre, selon notre constitution, chaque ministre est responsable de son secteur. Le Premier ministre lui indique la vision et chaque ministre doit pouvoir faire sa feuille de route. Et sur base des feuilles de route, on fera un plan d'action général. On demande au Premier ministre de faire le plan d'action à l'urbanisme. Nous allons faire ça, et le ministre de l'urbanisme sera là pour exécuter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Alors, je dirais ceci, que le plan d'action est différent d'un discours-programme. La preuve, sauf si quelqu'un peut me démontrer le contraire, depuis Gizenga jusqu'à Tchibala, qui est venu à l'Assemblée nationale pour monter. Ce n'était pas question d'incapacité de faire ce programme, mais parce que on ne peut pas le faire. Ça serait un non-sens. Outre le fait qu'il ferait le travail de tous les ministres. Et j'aimerais terminer ceci. Oui. J'aimerais terminer en disant ceci, que moi, je suis un encadreur. J'ai été encadreur de jeunes, les catholiques le savent. Quand je suis devant les jeunes, j'ai un langage. Le jour où je suis devant les mamans légionnaires, j'ai un langage. Le jour où je suis devant les bayangs, j'ai un langage. Le jour où nous sommes devant les intellectuels, on avait souvent la séance de ressourcement avec le cardinal Maloula. Et il y a un autre langage que le langage qu'il tiendrait. Donc, on ne peut pas s'adresser aux jeunes n'importe quel moment. Et on trouve Voilà, merci beaucoup, on a compris. Des antivaleurs partout, même dans
Merci. Je suis un animateur. Merci. Comme ça, je pose la question. Bonjour Michel. Les affrontements au Palais du Peuple, on n'a pas sanctionné les partis ni leurs dirigeants, mais pour Renaissance, on sanctionne l'équipe. 2 poids 2 mesures. Bonjour Kiosque, Joachim Diana ne critique jamais FCC. Les temps de la Kabylie est révolu. Bonjour Kiosque, à chaque gouvernement en RDC, il y a toujours un point qui ne manque pas, la lutte contre la corruption. Mais je me pose la question de savoir, les corrupteurs corruptibles peuvent-ils traquer leurs semblables? Satan peut chasser Satan. Bonjour Kiosque, Néhémie qui a sémé le désordre au cabinet de José Kabila. Quelle leçon il peut donner au peuple de la RDC? Bonjour Kiosque, quelle est la position de Diana par rapport au nouveau gouvernement? Vous avez suivi ses propos, non? Comment il écrit dans son avis par rapport à ce gouvernement? Et puis je crois que nous sommes à la fin, pas de questions. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. Ouais, rapidement, j'aimerais d'abord dire une chose à Diana. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit le ministre est responsable. Il faut relativiser cette question. C'est clair qu'en fait, tous ces ministres-là sont soumis à l'orientation du Premier. C'est lui qui définit, qui élabore la politique. Tout à fait. Ils n'ont pas autant de marge de manœuvre que Diana cherche à les faire passer ici, puisqu'en réalité, quand il y a contradiction, le ministre est obligé de démissionner. D'accord. Ça, c'est vraiment clair. Et puis, je vais terminer rapidement. Nous sommes à la fin. Ouais, Diana, tu dis quand tu es devant un public X, tu as un discours. Mais ici, Chadari n'est pas devant un public X. Il est devant les jeunes du PPRD. Pardon. Parce qu'au-delà des jeunes du PPRD, ces images-là passent à la télévision. L'objectif, ce n'était pas de passer les images. Voilà, merci. Merci beaucoup, Kimbouta qui toujours, on voit toujours aussi, et ça c'est important de relever. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. C'est comme Lokono disait à Sylvestre Ilunga, il faut avoir le courage de sanctionner même ses propres ministres. Est-ce qu'il aura ce courage?